partir de 8h30, pour être sûr que vous ne rien manquer. Donc ça, c'est parfait. L'Assemblée est très particulière aujourd'hui, puisque c'est une Assemblée qui est hybride. Elle est hybride parce qu'elle est mixte entre un présentiel et une visioconférence. Elle est hybride rechargeable dans la mesure où peut-être en fin d'après-midi, ou en tout cas demain, la totalité des membres pourra accéder au contenu de cette Assemblée sur le site avec un lien qui va vous diriger sur YouTube. Vous pourrez revoir ce qui a été dit. Et puis, elle est hybride aussi dans la mesure où, d'habitude, les rapports concernent l'année passée. Et là, on a un petit peu dépassé. C'est une assemblée qui traite des sujets de 2021, mais on a étendu le rapport moral, non pas sur 12 mois, mais sur 23 mois et 10 jours. Donc, pour donner quelques informations additionnelles. Au niveau de l'organisation, le secrétaire ici présent va officier de façon importante. Nous avons 2 scrutateurs qui se sont portés volontaires immédiatement. C'est Michel Damas et c'est Christian Robin. Et je les remercie d'avance de leur participation et de leur vigilance, puisque ça va être le cas, sans aucun doute. On a aujourd'hui donc, je dirais, une assemblée qui est importante. Je remercie Monsieur le maire d'être venu se joindre à notre réunion et je remercie tous ceux qui sont ici, qui n'ont pas eu peur de braver, je dirais, un temps inclément, qui n'ont pas eu peur de rater la messe de dimanche et qui, surtout, je dirais, sont venus nombreux pour participer à cette réunion. Monsieur le maire va répondre aux questions qu'il pourrait y avoir après son intervention et avant que moi je présente le contenu de la DSP. Donc voilà où on en est. On a eu une année qui a été, je dirais, particulière. On s'est réunis au mois de mai et au mois de mai, on a ensemble parlé de tous les membres de notre association qui avait disparu. On en avait perdu 9. Malheureusement, on a encore perdu 2 personnes dans les derniers mois. C'est Jean-Claude Destop et Alain Larouteroux. C'était 2 amis. Ce sont des personnes qui nous ont aidés de façon importante pendant toute leur participation, avec une participation au bénévolat, aux épreuves de façon systématique. Et on regrette réellement leur absence aujourd'hui. Au niveau de l'ordre du jour, il est relativement chargé aujourd'hui. Vous allez la voir, il va arriver, je le sens. Il y a le rapport moral qui touche donc une période un petit peu plus longue que d'habitude. Ça sera détaillé de façon très importante par la suite, en mois de mai, quand mon successeur aura traité, je dirais, ce rapport et le contenu de l'année 2022. Mais également, si vous voulez, ensuite, nous allons aborder le rapport financier du trésorier, c'est Jacques Camille-Palou qui va monter. On a les 2 rapports des commissaires aux comptes, le rapport sur les comptes, le rapport sur les conventions. Et si vous voulez, juste après, nous allons demander à Christophe Filliot de venir nous parler de la DSP et du rôle de la commune dans ce contrat. Enfin, on a des explications sur le sujet de la convention et une approbation de cette convention qui vous sera demandée dans votre bulletin de vote. Et enfin, une élection de 12 membres au comité de direction du golf. En ce qui concernait, je dirais, le premier thème, c'est celui du rapport moral. On a eu une année 2021 et une année 2022 qui ont été perturbées. L'année 2021, elle a été perturbée par les suites de la pandémie et par, bien sûr, si vous voulez, les périodes de confinement. Et on a eu également pas mal de soucis au niveau de la gestion du terrain, avec entre autres les problèmes d'inondation. Mais je pense que ça a été une période curieuse parce qu'on s'attendait à souffrir beaucoup au niveau, je dirais, de la fréquentation du parcours, au niveau du nombre de visiteurs. Mais nous avons eu un nombre considérable de visiteurs qui sont venus nous rendre visite. Donc c'est un événement qui était assez surprenant.
on a eu, je dirais, un chiffre record en 2021 au niveau de nos green-fees, et je pense qu'on ne sera pas très très loin en 2022 de ce chiffre, sachant que les golfs environnants, les grands golfs environnants, ont annoncé presque tous, je dirais, une baisse importante de la fréquentation et des green-fees. Ce n'est pas ce que nous avons ressenti, en tout cas. Hein, c'est un événement qui était important. Ce qui a été le plus lourd pour nous, ça a été la gestion en 2022 et à cheval sur 2021, puisque la mairie a décidé de choisir la procédure de DSP dans sa réunion du 10 décembre 2021. À partir de cette date, nous avons été amenés à travailler sur ce sujet, un peu dans un premier temps en aveugle, puisqu'on ne savait pas quel allait être exactement le timing, quel allait être exactement le format qui allait nous être proposé. Le sujet nous a quand même pas mal perturbés. En tout cas, cette décision, elle faisait suite à plusieurs mois de travail au niveau de la mairie et du cabinet d'expertise juridique qui avait été mandaté par la mairie sur les solutions à adopter. Le choix de la DSP donc, a été choisi. Il provient d'une directive européenne assez précise qui demande aux collectivités locales systématiquement de prévoir un appel à concurrence pour la gestion de leur patrimoine domanial, qu'il soit privé ou qu'il soit public. Donc, la conséquence a été donc le choix d'une DSP. Le planning estimatif était relativement optimiste à l'époque, c'est que tout devait être bouclé avant le mois de juin 2022. Malheureusement, ce n'est pas du tout ça qui s'est produit et ça s'est décalé et c'est finalement, je dirais, au mois de novembre, le 4 novembre, que le verdict est tombé avec le choix de l'association. Ce qui a été compliqué, entre autres, c'est que nous n'avons pas pu avoir l'Assemblée générale classique que nous avions. Notre commissaire aux comptes, ils sont ici, ne pouvons pas certifier les comptes, puisque la certification des comptes implique une continuité d'exploitation, ce qui ne pouvait pas être le cas tant que la mairie n'avait pas donné, je dirais, son orientation et une décision. Si la mairie avait choisi un autre partenaire, il fallait reprendre la totalité des comptes et les établir dans l'optique et la situation d'un arrêt d'exploitation. Donc, de ce fait, l'Assemblée n'a pas pu certifier les comptes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous disais qu'on est en situation hybride, parce qu'il faut qu'on les certifie. Et on va vous présenter le budget 2022, alors qu'on est pratiquement terminé au niveau de l'exploitation 2022. Mais c'est la règle, et donc nous sommes tenus, je dirais, à cette règle. Donc, il n'y a pas eu de problème. Quelle est la situation de notre association aujourd'hui? Je dirais, quand on était en 2021, on avait 875 membres actifs, puisqu'on a un certain nombre de membres qui sont en congé pour des raisons, souvent des problèmes de santé. Ils demandent un délai, ils ne peuvent pas jouer, mais ils veulent rejouer. Et on souhaite bien sûr qu'ils reviennent nombreux après une mauvaise passe. Au 31 décembre 2022, ou plutôt, on va dire, c'est une estimation, parce qu'on va dire on est que 10, nous avons 864 membres actifs. Le taux de fréquentation est très, très élevé. Il est de plus en plus élevé chaque année. On se retrouve, si vous voulez, avec 52 000 départs au trou numéro 1. C'est un chiffre qui est considéré par les spécialistes comme un tout petit peu excessif, dans la mesure où même Alexandre Reyes, qui est notre consultant, estime que 46 à 48 000, c'est un chiffre maximal pour que le terrain reste en bonne santé, si on peut dire. Malheureusement, nous ne pouvons pas, je dirais, atteindre ce chiffre, on le dépasse, mais en étant relativement actifs sur l'entretien du terrain. Ce qui est bizarre et ce qui est important, c'est que si vous prenez la moyenne des départs annuels par membre, ça serait 45 départs, en tout et pour tout. La réalité, elle est là. Mais si vous regardez le médian, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait le 432e joueur, eh bien là, il a fait simplement 27
départ. Hein. Ce qui veut dire que finalement, on a de plus en plus de membres qui jouent. La fréquence de jeu d'une partie importante de nos membres est de plus en plus importante. L'année dernière, nous étions non pas à 27, nous étions à 34. C'est la première fois que nous atteignions, je dirais, un chiffre aussi élevé aussi élevé de super joueurs, si je peux dire, à ce niveau. Alors, quelles sont les conséquences? C'est qu'effectivement, le terrain est sollicité. Et quelles sont, je dirais, les raisons de cette surfréquentation ou fréquentation, hein? Ça, on les a. Une chose est sûre, nous restons fidèles au principe de mutualisation. Hein. Je dirais, on est comme dans la sécurité sociale, on continue de contribuer, qu'on soit malade ou pas. Hein. Mais vous savez, et vous l'avez vu dans toutes les documentations qui sortent aujourd'hui sur les golfs, de plus en plus de structures sont en train de mettre en place des systèmes avec des cotisations pour un certain nombre de jeux par an, des cotisations avec des green fees à minima quand on joue, etc. Nous avons aujourd'hui, en tout cas, tenu à garder ce principe de mutualisation entre nous. Je dirais qu'on joue ou qu'on ne joue pas, nous avons une cotisation annuelle et nous nous y tenons. Hein. Donc ça, c'est un petit peu la situation. Qu'est-ce qu'il y a pu faire, si vous voulez? On est de plus en plus de gens, on sait que le télétravail est important, on a de plus en plus de membres, on va dire, qui ont des week-ends longs quand ils sont à Osgore et ils vont travailler à Paris, je dirais, 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine. On a ce phénomène classique qu'on voit, je dirais, de désamour des grandes villes. Vous avez, si vous voulez, des facilités de communication avec le TGV qui fait que ça a changé beaucoup l'affluence dans notre région et l'attraction du sud-ouest. Hein. Et puis, on a un parcours qui attire du monde. Hein. Ça, c'est très, très net. On voit de plus en plus de visiteurs qui viennent attirés par la réputation de notre terrain. Donc, on a été amené à modifier notre système de réservation parce qu'il fallait qu'on puisse trouver des solutions pour que tout le monde puisse jouer de façon équitable. Ça, c'était un sujet qui était difficile. On a réuni un groupe je dirais, qui représentait toutes les composantes de membres, entre des gens qui sont traités, des gens qui veulent jouer beaucoup, qui jouent peu, des gens qui travaillent, et quelles étaient les solutions. On a donc trouvé un système qui, peut-être, ne satisfait pas tout le monde, mais en tout cas, qui a le mérite de satisfaire le plus grand nombre de personnes. Hein. Et ça, il fallait qu'on essaie de trouver quelque chose qui puisse accommoder tous les besoins et, je dirais presque, toutes les exigences. Mais ça a été fait. Hein. Donc, si vous voulez, ça a été assez difficile. Hein. C'est un élément un petit peu complexe. Donc, on a réussi, je pense, quand même à augmenter la présence de starters, parce que le problème, vous savez, Christophe nous dit toujours, nous rappelle chaque fois qu'on s'éloigne de la vérité, il nous dit qu'un golf doit respecter la règle des 3 T. Un terrain en parfait état, des tarifs de jeu acceptables et surtout, il y a toujours un temps de jeu qui soit acceptable. Donc, on ne fait pas de bourrage au départ, on part toutes les 10 minutes et ça, c'était important. Ce qui est arrivé également, c'est le besoin, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, d'une communication qui était plus active. On a, vous savez, un metteur en scène renommé qui fait partie du club et qui a fait son petit journal, nous informe de tout ce qui se passe, mais finalement, ce travail de titan, il est centré sur nous, il n'est pas destiné à être transmis à l'extérieur. Or, au fur et à mesure, on s'est aperçu que le besoin de communication était en train de grandir d'une façon qui est très, très importante. Il suffisait de voir ce qui se passait autour de nous. Il suffit de voir où en est votre index
en consultant le site de la fédération et vous avez des publicités gonflantes pour Open Golf, Résonance ou d'autres clubs. Donc la communication est devenue un élément majeur dans notre golf, mais dans notre sport en général. Et ça, il fallait qu'on le fasse. Donc, on a décidé de renforcer rapidement, dès le début de l'année, notre communication. Alors, c'est sûr que on n'est pas habitué, nous, on n'était pas habitués aux réseaux sociaux, si vous voulez. Hein. On n'appartient certainement pas, vous, mais en tout cas, au niveau du comité, un certain nombre d'entre nous, on n'était pas habitués à utiliser les réseaux sociaux d'une façon importante. On fait partie d'une génération où on se méfie toujours des groupes et de leur façon de raisonner. J'ai toujours entendu dire qu'un groupe, le niveau intellectuel d'un groupe, c'est le niveau du plus être divisé par le nombre de participants, ce qui n'est pas satisfaisant dans l'ensemble, hein. Mais il a fallu quand même se dire qu'il fallait qu'on évolue et qu'on aille beaucoup plus loin pour essayer de communiquer. Donc ça a été une décision qu'on a prise, puisque à ce moment-là, on ne savait pas quels étaient les concurrents qu'on pourrait avoir en face de nous, mais on savait qu'ils étaient déjà excessivement organisés dans leur communication. Donc ça a été un petit peu le cas. Si on regarde quels sont nos engagements, on en a 5, vous savez, respect du statut associatif, une gestion du terrain, un rôle associatif, je dirais, important, c'est la commission loisirs et animation qui s'en occupe, une gestion, alors on appelait ça père de famille, maintenant c'est plus du tout, on ne peut plus dire ça si vous voulez, puisque maintenant dans un couple il y a parent 1 ou parent 2, alors je ne sais plus si c'est gestion parent 1 ou parent 2 de notre association, et puis après le 5 élément, c'était d'être un acteur actif pour notre cité, pour la station. Hein. Donc, le premier élément, si vous voulez, je reviens simplement sur qu'est-ce que c'est que le statut associatif. Je dis parce que quelquefois, il y en a qui pensent qu'on est crassement payé au niveau du comité, donc je rassure, le principe est clair, c'est le principe dit de non-lucrativité. Quand on est au comité, il n'y a rien de lucratif. Hein. Donc la gestion doit être totalement désintéressée, ça c'est la règle. La deuxième contrainte du statut associatif dans les associations sportives comme la nôtre, c'est évidemment l'enseignement de notre sport et enfin la capacité à organiser, accueillir et participer à des compétitions organisées par notre fédération. Donc là, voilà où on en est. Au niveau de nos engagements, ça va aller vite. Si vous voulez, le terrain, je vous l'ai dit, c'est un organisme vivant. On aura l'occasion d'en reparler. On a des ambitions écologiques qui sont déjà prouvées. Hein. On a fait énormément de progrès sur ce thème. On a après, si vous voulez, un rôle important, c'est un rôle sociétal. Notre club, c'est un bien commun pour une collectivité. Hein. Donc, on doit respecter cette idée de la notion de communauté. Hein. Enfin, on a cette gestion qui se veut rigoureuse. Là, c'est un petit peu après. On a beaucoup de chance avec des équipes, des collaborateurs. On a des équipes qui sont remarquables. Moi, j'ai souvent un peu de peine quand on me dit, mais est-ce que vous avez besoin réellement de trois assistantes au niveau du secrétariat, de la vente, etc. Souvent, on oublie qu'on est ouvert 365 jours par an, puisque même les mercredis fermés, nous avons des collaborateurs qui sont au poste. Hein. Donc, et on ouvre sans arrêt. Et des équipes qui acceptent de ne pas prendre leur congé en juin, juillet, août et quelquefois septembre. Hein. Ce n'est pas facile quand on a des familles, mais tout le monde le fait avec bonne humeur et envie de servir. C'est une grande chance. Hein. On a, si vous voulez, la chance d'avoir des bénévoles qui nous aident de façon permanente. On investit de façon permanente également et systématique, je dirais, dans des solutions qui nous permettront, je dirais, d'avoir un terrain en parfait état. Et puis, on a quand même un niveau de cotisation qui est exemplaire par rapport à celui qui est pratiqué par l'ensemble, je dirais, des golfs environnants. Donc ça, c'est une certaine chance. Hein.
En ce qui concernait le dernier point, qui était celui d'un acteur de réputation, je dirais, important pour notre cité, notre terrain a une réputation qui est internationale. On a quand même pas mal d'étrangers qui nous visitent. On a la chance d'être en plein centre-ville, et donc c'est un jardin au milieu de la cité, et on a le devoir de le préserver. On a une qualité de service qui est bonne, mais qui n'est pas exceptionnelle, il ne faut pas croire. Hein. Une qualité de service, si on voulait qu'elle soit exceptionnelle, impliquerait beaucoup plus, je dirais, de personnel, ce qu'on avait essayé je dirais, de ne pas, pour le moment, engager. Dans la DSP, j'aurai l'occasion d'en parler, nous avons une demande qui est assez forte pour augmenter cette qualité de service de façon à accueillir plus et mieux surtout. Hein. Donc ça, on a un certain nombre d'idées que j'aurai l'occasion de développer. Hein. Et donc, le dernier point, une communication active. Sur le terrain lui-même, là, je vais commencer par la fin, ce qui était d'abord de dire un grand merci à Alain Liadouz, qui a été notre jardinier chef. Donc, Alain est un garçon discret, il a assumé avec un grand courage tous les reproches qui nous sont faits sur les bunkers, sur les ficelles, sur le ref, etc. Il avait le bon goût de garder pour lui, je dirais, les agressions verbales dont il était la cible. Il nous en retransmettait quelquefois un élément discret. Mais en général, c'est lui qui était la chambre de compensation des mécontentements d'un certain nombre de joueurs. Et donc, il a tenu bon en permanence. Alors, je sais qu'il a souhaité arrêter, puisque ce rôle de punching ball qui était le sien pendant des années l'avait manifestement fatigué. Et puis maintenant, au fur et à mesure, il laisse entendre que s'il a besoin du coup de main, il sera bien sûr là pour continuer à aider. Mais donc, c'est plus la peine de l'injurier. Il ne pourra plus faire. Il pourra simplement nous dire que ça ne va pas. Hein. Et puis peut-être prévenir son successeur que la situation va être compliquée pour lui. Ça, c'est autre chose. En tout cas, merci beaucoup encore, Alain. Ça a été une belle période. Et on sait le travail qui a été fait, la difficulté qu'on a eu à changer complètement l'ensemble de nos pratiques, puisque ça a été ça. Hein. Ça n'a pas été simple, ça nous a posé des problèmes de personnel, on en a déjà parlé, et qu'il a fallu résoudre, mais de façon, je dirais, constructive. Ça a été fait, un grand merci. Le deuxième élément qu'on a eu, c'est celui, je dirais, après, c'est l'engagement école et sport. Là, je ne peux remercier personne, puisque les principaux intéressés sont candidats, donc on verra tout à l'heure. Hein. En ce qui concernait, si vous voulez, l'école continue sa progression. Hein. Nous avons toujours maintenant cette année 130 enfants. Hein. C'est une école qui marche bien. On a des professeurs qui sont des passionnés, hein, et moi je les admire parce que ayant regardé quelquefois des petits enfants, je me dis que la gestion du baby club avec une douzaine de petits entre 3 ans, 5 ans et 6 ans ne doit pas être facile. Il faut avoir, je dirais, de la patience. Hein. Et donc ça, c'est très bien. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des résultats qui sont remarquables. On a eu un trou à un moment donné qui existe dans tous les clubs. Hein. Et ça, souvent, Pierre Canté nous en parlait en disant que c'est un système de vagues. Et quand on arrive au sommet avec des équipes, il y a ces équipes, je dirais, nous quittent parce que finalement, c'est important, ils sont étudiants, ils vont travailler. Et après, on repart avec une autre équipe qui aujourd'hui est en formation. Mais on l'a vu, les rouges et or rosissent tous les podiums dans la région. Hein. C'est très, très, très net. Hein. On les voit partout. Le ranking de notre époque, l'école, il était excessivement bon. On est quasiment dans les 20 ou 21 premiers sur la totalité des clubs de golf français. Et on est en train de parler de plus de 800 structures, donc c'est quand même pas mal. Hein. Et ça n'a rien à voir avec la taille de notre ville. On est un Lilliputien par rapport au grand club contre lequel nous avons à combattre. Hein.
On a une pépinière de champions qui est en train d'arriver, hein, et qui est vraiment le produit de cette école. Ce sont des enfants qui ont été formés, qui sont là depuis le début. J'ai noté quelques noms, mais sûrement j'en ai oublié, mais je sais que ça sera détaillé prochainement. On a Charlotte Chabert, Louise Craviec, qui est remarquable. On a Léopold Finance, on a Mathis Lefebvre, qui continue, je dirais, sa progression de façon absolument surprenante. Il a déjà gagné 6 grands prix aux États-Unis. Et déjà en étant étudiant, il est considéré comme un des garçons qui a le plus gros potentiel, je dirais, en ce moment. Et on a des garçons comme Gabriel Dulon-Villasoda qui a quand même scoré 2 fois 65 sur le parcours. 65, c'était la performance, je dirais, des champions comme Garcia et des gens comme ça. Donc là, et 2 fois en compétition. Donc, même si nos équipes ont été, on va dire, décimées par un mercato sauvage qui a lieu il y a quelque temps, on a décidé de tenir bon et de se dire que c'est des choses qui arrivaient. Et puis, on continue. C'est pas ça qui va nous empêcher de continuer à former des jeunes et à travailler pour notre sport. Hein. Donc, les résultats, ils sont là. Les résultats, ils sont le résultat d'un groupe qui est dynamique, qui est organisé, avec des résultats, que ce soit le Grand Prix des Landes gagné par Mathis, que ce soit le championnat de France 1000 amateurs par équipe, quand même, qui est sur l'élite 1000 amateurs. Nos équipes sont passées, je dirais, classées 2e aux qualifications, c'était extraordinaire, hein. Sachant que, je dirais, même nos champions sont un peu plus âgés que la moyenne des participants des autres équipes. Mais leur enthousiasme et leur volonté de gagner était formidable. On n'a pas pu être les champions parce que finalement, un temps inclément nous empêchait de nous exprimer sur la durée du parcours. Mais sinon, ça a été une performance remarquable. Au trophée Ulmer, gagné par toutes nos équipes jeunes, et également le Osborne Trophy qui réunissait les 18 équipes Fagnon, les meilleures équipes de la région de la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine. C'est à nouveau les équipes d'Osborne qui ont gagné. Donc là, si vous voulez, on est dans une dynamique qui est très, très porteuse. Sur le rôle sociétal, si vous voulez, celui-là, il est important aussi. Hein. On a beaucoup de... On a beaucoup, je dirais, d'animations qui ont été mises en place pour accueillir les nouveaux membres. On a, sur les membres, je ne l'ai peut-être pas dit, mais nous avons bâti tout nos plans sur, je dirais, un ISO effectif de membres constants. On n'est pas parti avec l'idée qu'on allait aujourd'hui, on est 850, 870, 880. On n'est pas parti avec des chiffres qui auraient été, parce qu'on a entendu ça à l'extérieur, on aurait mis le 1200 membres, ça aurait été parfait. Hein. Parce que là, si vous voulez, c'était difficile à concilier avec notre terrain et puis le fait de nos principes de mutualisation. Donc, il y a des organisations au niveau animation. On a 4 équipes qui interviennent dans tous les interclubs France et Espagne. Hein. On a les fameuses échappées golfiques. J'ai beaucoup regretté le fait qu'on n'ait pas pu aller faire, je dirais, l'escapade portugaise. Mais Christian Tréhel, qui est un actif, je dirais, ne désespère pas de tout mettre d'aplomb. Hein. Mais ça a été une période un petit peu, je dirais, on a fait pas mal de choses. Et on a déjà, dans le catalogue, déjà des idées, des dates pour 2023. Hein. Donc, on va vous prévenir à temps de ce qu'il y avait à faire. Hein. On a un tournoi bridge, on a un club à hausse qui est quand même accueillant, hein, c'est pas qu'on puisse dire. On a beaucoup de sponsors qui sont des passionnés et qui ils viennent pas pour faire de l'argent, c'est du mécénat à l'état pur. Hein. Et nous sommes, je dirais, très reconnaissants à toutes ces structures, ces organisations, ces personnes. On a même un membre qui a fait une magnifique compétition sur ses fonds propres pour remercier le club. Hein. Donc, si vous voulez, c'est une énorme chance que nous avons.
Je crois que je vais arrêter là parce qu'on va engager pas trop de temps. Hein, et je vais demander peut-être à Jacques de venir nous parler des comptes. Hein. Tous, bonjour Monsieur le maire, merci de nous accompagner dans cette étape importante, un nouveau mariage de 10 ans qui va se présenter. Pour nous détendre, je vais présenter les comptes qui ont déjà été présentés au mois de mai, en commençant par le rapport financier du bilan 2021, avec les immobilisations nettes, nos stocks, des créances qui sont des créances fiscales en devenir, j'espère, notre trésorerie, et au passif, nos fonds associatifs, les provisions qui ont été faites pour les départs de retraite, les emprunts, le solde du capital sans nul, n'est-ce pas, les dettes d'exploitation et les produits constatés d'avance. Donc, on passe à la page suivante. Christophe. Donc, le budget 2021 et en colonne de droite, les réalisés 2021. Les recettes pour 2098 000 euros, composées, comme l'a dit Gilles, de 580 000 euros, qui est une recette exceptionnelle sur les green fees, et dans les recettes accessoires également, un practice à 94 000 euros. C'est à peu près conforme, un peu supérieur à ce qui avait été prévu. Les dépenses, dans l'entretien des parcours, on voit l'augmentation due à l'augmentation des produits, on l'a déjà vu. La location du terrain, ce qui est conforme. Ce qu'il faut noter, c'est une baisse sur les déplacements sportifs due à la sortie de la période de Covid. Et les honoraires, c'est stable. Les frais personnels également. Et on arrive à une dépense de fonctionnement de 1 786 000 pour 1 752 prévu. La dotation d'amortissement pour 290 000 euros et des charges exceptionnelles et des produits exceptionnels sont des régularisations sur le Covid. 19 000, c'est une subvention Covid, et 12 000, c'était le départ à la retraite, le départ de notre chef jardinier. Le résultat en impôt, donc 21 699, et un résultat final de 22 416. L'impôt sur les sociétés comprend en réalité l'impôt sur les sociétés plus l'impôt sur nos placements, à peu près à égalité. Voilà pour 2021 qui est soumis au vote. Le budget 2022, alors c'est un exercice particulier de faire l'exercice 2022 en décembre 2022. Évidemment, nous l'avons calé sur les résultats 2021 en début d'année. Rien ne s'est passé forcément comme prévu. Il y a eu la dépense qui était due à la préparation de la DSP qu'on n'a pas encore budgétisé, qu'on n'a pas encore défini de manière totale. Nous avons l'augmentation des produits sanitaires, tout ce qui concerne le terrain, le loyer qui a augmenté, mais c'est une augmentation qui était plus au contrat. Les honoraires, c'est stable. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les déplacements sortis ont augmenté. Ils sont revenus à une situation plutôt normale par rapport aux années passées. Les frais personnels en augmentation, mais ça ne baissera pas, puisque l'an prochain, il y aura, je pense, également une embauche sur le terrain. Si on regardait une qualité de terrain telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est remarquable, les taxes diverses et la TVA non récupérable, ce qui fait une dépense de fonctionnement prévue de 1 879 000 euros. Je pense que le résultat 2022 sera certainement déficitaire. Il y a des sommes à rentrer, mais qui sont aléatoires. Et il y a des dépenses également qu'on ne connaît pas de manière totale. Mais les baisses de recettes font qu'on sera certainement légèrement déficitaire en 2022. On vous le dira, ça, enfin, le nouveau trésorier élu vous le présentera au printemps 2023. Voilà pour le budget. Le rapport du commissaire au compte hors vote, s'il vous plaît. La Rouquis vous laisse le soin de nous expliquer ce qui va, éventuellement ce qui ne va pas.
J'ai peur de vous décevoir. Mesdames, Messieurs, donc les membres de l'association du Golf Club d'Hossegorge, je vous rappelle que, en exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué donc l'audit des comptes annuels de votre association relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021. Je vous rappelle, comme chaque année, que nous avons effectué nos travaux dans le respect des normes professionnelles et que nous avons estimé que les éléments que nous avions collectés étaient suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Peut-être pour modifier un peu ma présentation habituelle, je vous rappelle que nous travaillons sur 3 principaux agrégats. Le premier, c'est le caractère approprié des principes comptables appliqués. Le deuxième, c'est le caractère raisonnable des estimations significatives retenues. Et bien évidemment, le troisième traite de la présentation d'ensemble des comptes. Et à l'issue de nos travaux, donc, je vais tuer le suspense. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations écoulées et bien évidemment également de la situation financière et du patrimoine de votre association. Vous savez également que nous avons procédé, que nous devons procéder, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, nous devons donc procéder aux vérifications spécifiques qui sont prévues par la loi et également émettre un avis sur les informations qui nous sont communiquées, notamment dans la présentation qui vient d'être faite. Je vous informe que nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations financières qui viennent de nous être données, ainsi que de l'ensemble des autres documents, ainsi que ceux qui vous auront été adressés précédemment. Voilà, Monsieur le Président, pour le rapport sur les comptes annuels. Excusez-moi. En ce qui concerne le rapport sur les conventions, puisque vous savez que le commissaire aux comptes établit 2 rapports distincts, un sur les comptes annuels et un sur les conventions. Il nous appartient de vous communiquer, vous le savez, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous avons découvert lors ou à l'occasion de l'exécution de notre mission. Nous avons mis bien évidemment en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle relative à ces missions. À l'issue de nos travaux, nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée ou autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de votre organe délibérant. Et nous vous informons également qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée dans les années précédentes et qui aurait pu s'exécuter ou se dérouler encore cette année. Ceci, Monsieur le Président, pour faire écho au caractère désintéressé dont vous avez parlé tout à l'heure. De tout ceci sera dressé rapport, bien évidemment. Je vous remercie. Merci. Merci. Dernier point, l'affectation du résultat de 2021 en fonds associatifs est soumis au vote de l'Assemblée générale. Donc, nouveau fonds associatif, un cas de vote positif, 1 374 526 €. Je vous remercie. Et est-ce qu'il y a des questions sur la comptabilité, sur les résultats? Et sur le rapport moral. Et sur le rapport moral, me dit également. Pas de question. Il est clair, vous avez vu qu'on a reporté la totalité du résultat au fonds associatif. Il n'y a pas eu de distribution de dividendes, vous avez pu le remarquer. On va peut-être demander à Christophe Vignol de parler un petit peu maintenant de la mise en place de la DSP. Je sais qu'il a passé beaucoup de temps sur le peu de loisirs qui lui est resté pour lire l'équivalent des 300 ou 400 pages que chacun avait eu à cœur de lui remettre. Et donc, il a eu des soirées remplies avec des objectifs. Merci.
Bien, bonjour à tous. J'ai voulu venir à cette assemblée pour éventuellement répondre à vos questions par rapport au choix de l'ESP, par rapport à tout le travail qui a été effectué. Mais au préalable, je vais vous donner quelques informations qui vont un peu compléter ce qu'a dit Gilles. Il a très bien expliqué le choix de la procédure, qui était donc une délégation de service public. Avant de démarrer sur la DSP, on a fait plusieurs commissions à l'intérieur de la mairie. On a pris la tâche auprès d'un cabinet juridique à Bordeaux, qui s'appelle le cabinet Saumon, et qui nous a aidés aussi dans la manière de faire et de donner le cahier des charges qui a été établi. Et comme l'a dit très justement Gilles, le cahier des charges, il faisait 80 pages, et on a eu, nous, en retour, entre 400 et 450 pages, puisque c'était très complet, et il fallait qu'on passe par cette procédure. Ce qui était très important, et ce qu'il faut retenir, c'est que la délégation de service public, étant donné que ça fait partie du patrimoine de la ville, il était important qu'on prenne un bon choix, que ce choix-là puisse être pérenne, et donc deux concurrents, puisqu'on a eu deux concurrents, on a pu donc évaluer les uns et les autres par rapport à tout cela. Le choix a été difficile et rien n'était fait dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, les deux concurrents, puisqu'on avait Résonance d'un côté et l'association, on a eu ces deux propositions. Les deux propositions tenaient réellement bien la route. Les propositions étaient très intéressantes de part et d'autre. Le choix a été difficile pour la commission, qui m'a donc proposé de garder l'association. J'en suis très content et très fier de pouvoir vous avoir en face de nous et d'avoir cette association qui continue. Mais en tout cas, ça n'a pas été aussi facile qu'on a pu le penser ou le croire. La différence réellement, et en fait c'est la force, et c'est ce qu'expliquait Gilles tout à l'heure dans son rapport moral, on a parlé de l'école de golf. Vous avez 130 élèves, vous avez une force vive à l'intérieur du club, et c'est ce qui a fait réellement la différence. Tout le reste, vous étiez l'association et la Résonance à peu près au même niveau, que ce soit au niveau de la compétence de la restauration, au niveau du terrain, au niveau de tout ce qui peut faire un club de golf. Mais la partie très forte, et c'est réellement quelque chose d'important en ce qui vous concerne et en ce qui concerne l'association, c'est cette force vive que vous avez avec les jeunes. Et c'est ce qui a fait la différence pour nous, c'est-à-dire la continuité du sport au travers de ces enfants. Alors, bien entendu, ça a été long, puisqu'on a eu une période très longue de concertation, d'abord de réception. Il y a eu en fait que 2 dossiers de retirés, enfin, non, il y a eu 6 dossiers de retirés, puisqu'il y a eu d'autres personnes qui ont été intéressées à reprendre le golf. On n'a eu que 2 dossiers qui nous ont été donc rendus. On a épluché l'ensemble de ces dossiers pour essayer de faire notre opinion. Ça a été très long. On a eu des négociations entre les deux, puisque ça fait partie entre le dépôt et le choix. On est dans une période de négociation. Donc, on a eu une négociation de part et d'autre. Et on a donc choisi, au mois de novembre, lors du conseil municipal, de vous renouveler cette note de confiance pendant 10 ans. Alors, pourquoi 10 ans? On aurait pu faire moins, faire plus. Ce que l'on souhaitait, c'était en fait de donner suffisamment de temps à qui que ce soit, et en tout cas à l'association, de continuer son projet. Au-delà, il aurait été un peu plus difficile, et donc on passait sur quelque chose qui pouvait être plus complexe pour une mairie. Et d'autre part, ce qui était important, en tout cas dans notre choix, c'était de pérenniser le club qui appartient à la ville, donc ça fait partie de notre patrimoine. Vous en faites bon usage, puisque tout ce qui est expliqué sur le terrain, tout ce qui est expliqué sur le club AMS et ainsi de suite, pour nous, c'est une chose importante. Vous savez très bien que notre patrimoine est important à l'intérieur de notre commune. On a des choses comme le lac, le casino, la place des Landais et le golf qui sont les choses importantes de notre ville. Et ce patrimoine-là, il faut qu'on le garde. On a un vrai jardin en plein milieu de la ville et il faut qu'il soit bien entretenu. Et les éléments qui nous ont été mis en face par rapport à la proposition, en tout cas, nous ont confirmé que notre choix a été le bon. Et je répète bien, ça n'a jamais été quelque chose d'écrit dès le début et ce n'était pas fait d'avance. Voilà. Après, notre volonté aujourd'hui,
sur les 10 ans qui suivent, c'est que la commune soit à côté du club pour l'épauler. La DSP, comme c'est délégation de service public, c'est d'ouvrir un peu plus le club. Alors, ça ne veut pas dire l'ouvrir n'importe comment et à n'importe qui. Il y a des règles, les règles vous les avez fixées, la gestion restera la même. Le club aura la totale liberté de le gérer comme il le souhaite, sauf une chose, c'est qu'en fait, il y aura quelqu'un qui va venir de la mairie, en ce qui concerne, ce sera le maire à chaque fois, pour être dans les comités, pour suivre un peu l'évolution de votre club, éventuellement pour vous donner quelques directives ou quelques envies sur l'évolution du club. En tout cas, ce qui est tout à fait clair, c'est que le club pourra continuer tel qu'il est. La gestion restera au nouveau comité qui va être fait, à l'ensemble du personnel qui va être à l'intérieur du club comme ça l'est aujourd'hui. Et notre volonté, c'est d'être des vrais partenaires pour que ce club-là puisse être encore et toujours un vrai étendard de notre ville. Voilà. Moi, je suis là pour répondre à des questions si vous avez des questions sur le sujet. En tout cas, en ce qui nous concerne, on est très fiers d'être à vos côtés et de faire en sorte que ces 10 ans qui arrivent soient encore prospères et bien pour notre ville et pour notre club. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien. Si? Moi, j'ai juste une question. La durée de 10 ans est une durée qui est pérenne ou qui peut être mise en cause au cours de ce délai? Alors, une délégation de service public, normalement, on la scelle jusqu'au bout, jusqu'à dans les 10 ans. On pourrait l'arrêter, mais il faudrait, au fil du temps et au fil des années, qu'il y ait des grosses erreurs, soit de gestion ou des orientations qui ne correspondent pas au cahier des charges qui a été mis en place. C'est ce que l'on a, nous, vous savez, sur toutes les. On a certaines délégations de service public ici, puisqu'on a Casino qui est dans les mêmes conditions. Mais a priori, compte tenu, je dirais, du club, des équipes qui vont gérer le club, ça me paraît pas du tout pensable qu'on puisse arrêter la délégation avant son terme. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne matinée. Merci. Je vais continuer de mon côté à vous raconter l'histoire de la DSP et sa genèse, en tout cas telle qu'elle a été vécue de notre côté. À partir du moment où le 10 décembre, le conseil municipal nous a fait part de sa décision de DSP, il s'est passé à peu près 6 mois durant lesquels le travail a été effectué au niveau de la mairie et on a reçu le 27 mai, c'est-à-dire à 20h, le projet de délégation de service public. Pendant toute cette période, on attendait, je dirais presque chaque semaine, le détail de ce qui devait arriver. On ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Et donc, finalement, pour nous, la première chose, ça a été un choc. J'ai vu arriver Christophe livide à 20h à la maison, la veille de l'Assemblée générale, avec le premier tirage qu'il venait de recevoir, et il était quasiment sans voix, en disant mais je ne sais pas comment on va faire. Moi, j'ai passé un petit peu de temps à lire ça, parce que finalement, c'était déjà une centaine de pages quand même, juste pour lire, pour démarrer. Et donc, on a décidé de ne pas en parler à l'Assemblée, parce qu'on n'était pas du tout prêt à aborder le sujet. Après je dirais, ce choc, on était un peu KO debout quand on est rentré dans le détail. Donc, ça s'avérait de plus en plus compliqué. Et on a quand même finalement récupéré. On s'est mis en ordre de bataille et on s'est préparé pour un sprint qui devait être difficile. Le choc, la première chose, c'est qu'il y a une définition, si vous voulez,
qui était précise à l'intérieur du document de synthèse qu'on a lu, qui fait à peu près un préambule de 2 pages, et qui prévoyait, entre autres, si vous voulez, une définition précise du caractère de service public, puisque dans la réalité, à partir du moment où en association sportive, vous avez une école, et à partir du moment où vous êtes en charge de compétition de type national, vous êtes automatiquement dans du domaine public et vous êtes entré, sans le savoir, souvent, dans la notion de service public. Donc là, on sait aujourd'hui qu'il sera impossible pour nous de revenir sur une notion de gestion privée du domaine domanial. Ça n'existe plus. On va rester systématiquement domaine public. Donc ça, c'était la première chose. Bon, on l'a assimilé. Après, il y avait toute une série d'éléments qui nous étaient demandés, à savoir garantir une qualité d'accueil de haut niveau. Ça impliquait aller plus loin dans l'organisation de l'accueil. On nous demandait également d'ouvrir le sport à toutes les catégories sociales. Alors, la difficulté, c'est que vous le trouvez avec un verbiage auquel on n'était pas habitué. On doit encourager la mixité sociale, sachant que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, mais enfin, c'est pas la parité, ça va plus loin. Il y a toute une série de terminologies auxquelles on n'est pas nécessairement habitué. On doit également apporter, je dirais, une attention particulière à l'accueil des visiteurs extérieurs. Le restaurant tel qu'il était prévu devait ouvrir tous les jours, midi et soir, sur toute l'année. Donc ça, c'était pas tout à fait ce qu'on avait envisagé nous. Tous ces éléments-là étaient là. Alors, dans un premier temps, on avait considéré que c'était des obligations qui s'est avéré au fur et à mesure dans les négociations qu'on a pu changer toute une partie, on va dire, de ces demandes, qui étaient un petit peu importantes. Ce qui était clair, c'était que la responsabilité du concessionnaire, c'est-à-dire nous, c'était d'investir, c'était, je dirais, de systématiquement, je dirais, mettre des fonds propres et des emprunts pour l'ensemble des projets. Il n'y avait pas de financement extérieur qui était prévu dans la DSP, sauf le nôtre. Et ce qui était clair, c'est que le concédant, la mairie, avait la possibilité d'avoir un droit de regard très précis sur notre activité. Ce droit de regard, il existait avant, mais il était de façon informelle. Là, il passait d'une façon incroyablement formelle. Le chaos debout qu'on a eu, c'était la phase suivante, c'est le chaos debout, c'est 10 ans pour amortir 4 millions d'investissements. Ça, c'est pas commode sur le fond. Puisque, je dirais, les règles comptables qui sont également les règles fiscales sont très précises. Un amortissement, il est calé sur la durée de vie d'un bien. Il n'a jamais dépendu d'une convention comme celle-là ou d'un cadre qui vous enfermait dans le délai. Donc ça, ces éléments-là, ça a été un petit peu les premières difficultés, sachant que nous, on avait en plus 1 million encore d'amortissements à pratiquer sur nos machines, à pratiquer sur la rénovation du clubhouse qui a été faite il y a, on va dire, 4 ans. Donc ça nous mettait dans une situation particulièrement compliquée. Donc, ce projet qui est un pavé, il était serti dans un règlement de consultation de 22 pages et surtout tout un logiciel de gestion des marchés publics. Donc il s'applique, je dirais, aussi bien à la DSP de l'aéroport de Roissy qu'à nous, de la même façon. Donc une complexité qui était un peu stupéfiante et Christophe est devenu un expert dans le maniement, je dirais, de ces logiciels, mais c'était compliqué. On avait 32 annexes à fournir, en dehors, bien sûr, du contrat, et 17 items à documenter en détail. Je ne vous dis pas l'épaisseur du texte. On a quand même récupéré, on a décidé qu'il fallait systématiquement essayer de voir. À ce moment-là, moi, j'étais en train de lire un livre d'un auteur peu connu russe, Zamyatin, et qui était
l'auteur qui a fait un livre qui s'appelle Nous autres, et qui a été à l'origine du livre de George Orwell, 1984. Et qui, la phrase m'avait plu, c'était que finalement la force est la source du droit, celui-ci n'est qu'une fonction de la force. Et là, le droit public, c'est stupéfiant, si vous voulez, parce que vous découvrez que c'est un autre univers. Hein. Donc là, nous, on prend, je dirais, dans notre petit cercle du comité, on était plutôt droit civil, droit commercial, on n'était pas habitué à ça. Hein. Des principes comme qu'on considérait, nous, le principe d'équité, ça n'existe pas en droit public, hein, ça c'est clair. Hein. La négociation, ça n'existe pas en droit public. Hein. On a des pages entières avec des systèmes dans lesquels vous voyez que nous, on est habitué à qui ne dit mot consent. Ben non, c'est pas ça du tout, là. En droit public, c'est qui ne dit pas oui, ne consent pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Je dirais, il suffit de ne répondre à rien, ça veut dire que vous n'acceptez rien. Et vous ne pouvez rien changer à cette terminologie, je dirais, qui inonde des chapitres entiers, on va dire, de la DSP. Donc ça, c'est un petit choc. Hein. Et finalement, Zamiatine avait raison. La force, c'est le droit public de façon évidente. Donc, dans un premier temps, je dirais, ça nous a un peu surpris. Après, on a regardé en détail et on s'est aperçu que l'usage du copier-coller était, semble-t-il, quand même devenu une spécialité administrative française, hein, puisque, je dirais, au fur et à mesure, je dirais, des quelques DSP qui ont été déjà pratiqués, les cabinets juridiques qui sont appointés par les différentes collectivités reprennent un des textes anciens et rajoutent des choses, bien sûr, parce qu'il faut bien justifier les évoluements. Donc, on rajoute des détails pour les rendre encore plus compliqués. Donc, par exemple, nous, dans le texte, on avait des nécessités de pratiquer une chasse aux taupes dynamique, puisque la taupe abîme les fairways, abîme les greens. Hein. Également, il fallait qu'on prévoie des battues sangliers sur le terrain. En centre-ville, c'est un peu complexe, mais tout est prévu et chacun des cabinets juridiques qui se sont succédés sur ces thèmes-là a ajouté un petit quelque chose qui montrait qu'il était temps, je dirais, de prendre tous les sujets en compte. Hein. Pour ça, si vous voulez, c'était un peu la surprise, parce que vous avez l'impression que ça ne s'adresse pas à vous, ou pire, vous avez l'impression que finalement, on part du principe que vous ne connaissez rien à la gestion d'un golf. Hein. C'est comme si vous arrivez, vous étiez dans la mode ou l'alimentaire, et vous voulez rentrer, on vous explique tout ce qu'il faut faire. Hein. Alors que ça faisait pour nous 95 ans qu'on faisait ça déjà. Hein. Donc, c'est un petit peu une surprise dans un premier temps. Après, le vrai problème aussi, c'est qu'on sait que la judiciarisation du monde maintenant, elle est de plus en plus importante, elle pose de réels problèmes. Vous savez qu'il y a eu une dénonciation qui a été faite au Parquet national financier il y a quelques années sur le fait qu'un des membres du conseil municipal estimait que le loyer, qui est un des plus élevés de toute la région encore de France, n'était pas suffisant. Hein. Et depuis cette année, c'est toujours en cours. Nous sommes toujours assignés dans le cadre de cette enquête du Parquet national financier. Hein. Donc cette judiciarisation permanente, elle oblige la mairie, elle oblige les collectivités à des sécurités, à des procédures excessivement documentées et qui doivent être très précises. Donc là, je dirais à la limite, c'est à nous d'en souffrir. Au niveau de, je dirais, une fois qu'on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on fasse avec, hein, il n'y a pas de solution, on est parti sur l'idée que nous, on allait se tenir strictement au texte des demandes, pardon, au texte des demandes, sans chercher à les contourner et sans imaginer des solutions créatives, je dirais. Hein. Donc, quand on essayait de se renseigner, on nous disait, oh, il y a des solutions, hein. Vous n'investissez plus rien, vous mettez tout en leasing, comme ça ils n'auront rien à la sortie, des choses comme ça. Bon, on a décidé de ne pas suivre ce type de conseils. Pardon. Et de faire comme avant, de façon, je dirais, à continuer à investir, à amortir,
en suivant, je dirais, nos principes. Donc là, c'est un petit peu ce qui avait été fait. Pour traiter les 32 annexes, 17 items, etc., au niveau du comité, on s'est, je dirais, réparti le travail. Et donc, il y a eu 6 groupes de travail qui ont été mis en place, qui ont été élargis avec des personnalités extérieures pour apporter une contribution. Et chacun est parti à fond dans son travail, je dirais. Il y avait un comité de relecture qui a été également mis en place avec un nombre plus réduit de personnes du bureau, hein, et puis une ou deux personnes qui se sont joints à nous et qui ont participé et qui étaient un petit peu, je dirais, le poil à gratter dans le système, puisque finalement, ils arrivaient avec un regard extérieur et qui nous permettait de mieux juger, on va dire, de la valeur de ce qu'on affirmait. Hein. Donc, ça a été une période, si vous voulez, qui était intéressante. Donc, on s'est tenu au texte. Hein. On a intégré des notions qu'on ne connaissait pas, comme la fiction juridique. Alors là, c'est tout nouveau pour nous. Il est marqué dans le texte qu'à la minute même où vous faites l'acquisition d'une machine, elle est la propriété du concédant, c'est-à-dire la mairie. Mais quand vous discutez après dans le détail, non, c'est une fiction juridique, ça, parce que c'est à vous de l'acheter, c'est à vous de l'amortir, c'est à vous de la financer. Hein. Donc, tous ces éléments-là, si vous voulez, surprennent, mais après, ils correspondent simplement à une forme juridique que nous ne maîtrisions pas du tout. Hein. Une chose était sûre, il fallait systématiquement qu'on trouve des solutions. Il fallait aussi qu'on ouvre notre vision un peu du golf, notre façon de travailler. Et je dirais, ces groupes de travail s'y sont réellement mis avec beaucoup de, on va dire, je dirais, de courage au début, parce que c'est pas très drôle. Hein. La première lecture est un peu surprenante. La notion de membre a disparu, si vous voulez. Donc, il n'y a que des usagers. Hein. Donc, je n'ai pas osé, quand vous êtes arrivé ici, vous appeler cher membre usager, ça serait mal perçu. Hein. Alors, plutôt cher usager membre, on va dire, c'est le cas. Mais ça n'existe plus officiellement dans la DSP. Il n'y a que des usagers. Hein. Donc, c'est un petit peu surprenant. Donc, le problème qu'on a eu au fur et à mesure, c'est de découvrir que les questions arrivaient à jet continu, relayées sans aucun doute par les candidats potentiels. Ils sont venus visiter, 4 groupes sont venus visiter le golf. Et la nature des questions a commencé quand même à nous inquiéter. Hein. C'est une situation qui a mis notre comité, si vous voulez, un petit peu en tension entre, je dirais, ceux qui pensaient que ce qu'on avait fait était bien et ceux qui pensaient que, attention, le danger est énorme devant nous. Hein. On avait des concurrents, si vous voulez, qui sont des concurrents très structurés. Ils ont une expérience de ce type on va dire, d'exercice. Hein. Ils ont des groupes support entiers, que ce soit juridique, que ce soit, je dirais, technique, pour répondre à ça. Ils ont une communication qui est incroyablement active, si vous voulez, et une puissance financière forte, si vous voulez. J'ajoute aussi, depuis quelque temps, la possibilité d'avoir un lobbying actif au niveau de la fédération, puisque pendant longtemps, la fédération était, on va dire, un repère pour l'ensemble des associations et des clubs sportifs. Et c'est depuis quelque temps, elle a intégré tous les golfs commerciaux dans sa structure. Hein. Donc, le numéro 2 de la fédération, M. Boissonnat, est le patron de Résonance. Hein. Donc, ces éléments-là fait que la notion de danger, on a commencé réellement à la voir arriver, et ça nous a quand même inquiété. Et au niveau du comité, ça a été un peu compliqué parce qu'on avait du mal à, je dirais, à apprécier à la fois le danger, savoir y répondre, et finalement, il a fallu, si vous voulez, qu'on trouve des solutions pour aller le plus vite possible. Alors, à la fin, ce qui s'est passé,
c'est qu'on a décidé qu'on allait traiter le dossier en fonction des normes comptables, fiscales et juridiques de droit privé, hein, de façon à, je dirais, à rester dans le cadre de ce que nous étions. Hein. On s'est interdit de présenter je dirais, des plans et des engagements irréalistes, hein, et on a voulu systématiquement nous positionner comme, je dirais, on l'a toujours fait, un club qui est accessible au plus grand nombre. Hein. Quand vous regardez la logique de ces dossiers, c'est comme si, vous voulez, il y a deux fauves qui sont en train, je dirais, de se battre pour une proie. La proie, c'était nous. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est pas ça du tout. Dans notre cas, nous, on est des assiégés et le club Résonance, c'est un assiégeant. Hein, et il peut dire ce qu'il veut, si vous voulez. Il peut dire que lui va ouvrir, on va dire, toute l'année. Le mercredi, on oublie, c'est une perte de temps. Il peut dire qu'il va faire je dirais, énormément on va dire, d'investissement sur tel type de choses. Il va énormément de liberté que nous n'avons pas, nous, puisque nous sommes, je dirais, prisonniers de notre histoire et de notre tradition. On ne va pas raconter qu'on va prendre 1200 membres. Hein. On ne va pas raconter on a eu des questions. Est-ce que vous envisagez, je dirais, d'ouvrir le club la nuit? Et on n'avait jamais pensé à ça. On avait des questions de ce calibre, si vous voulez, et qui arrivent à jouer continu, hein, en permanence. De façon, on avait des questions du style, il fallait qu'on liste la totalité des liens familiaux et amicaux que certains des membres auraient avec les gens du conseil municipal, des choses comme ça. On ne répond pas, bien sûr, hein, mais ça montre, si vous voulez, je dirais, des groupes très formatés dans ce genre de choses. Nous, on n'était pas totalement organisés. Hein. Une chose est sûre, compte tenu du danger qu'on a perçu, en tout cas, hein, on s'est dit qu'il fallait qu'on se réorganise d'une façon qui soit très offensive. Hein. Et donc, cette décision... C'est pas la bonne ? Non. Voilà. Cette décision, on l'a prise en se disant, pour maintenant, il faut que nous, on soit aussi dans une position plus dynamique pour montrer ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Hein. Donc, on a recherché, on a révisé tout le groupe de travail qui avait déjà travaillé. On a révisé pour le reformater d'une façon différente. On a fait appel à des équipes additionnelles de façon à formater parfaitement nos réponses, de façon à ce que ce soit qu'il n'y ait pas l'ombre du début, on veut dire une anomalie dans les textes. Hein. On a des cabinets juridiques qui ont été appointés au cas où il fallait monter au créneau. Hein. Et si vous voulez, ça a été un petit peu la logique de fonctionnement des 10 dernières semaines entre la décision je dirais, de la mairie, puisqu'on avait remis nos offres. On a eu 10 semaines pour faire le boulot. Donc, c'était une urgence absolue. Hein. Donc, on a proposé une nouvelle rédaction du contrat, et ça, on peut remercier la ville, monsieur le maire et toutes les équipes, puisque finalement, ils ont retenu, je dirais, 95% des modifications qu'on a demandées sur le contrat. Hein. C'est assez rare, et finalement, ça a été accepté, sachant que notre concurrent, Résonance, avait fait la même demande et la même proposition. Donc, il y avait deux contrats qui étaient complètement différents. Hein. Si on veut rentrer assez rapidement, si vous voulez, qu'est-ce que ça change pour nous là, cette DSP? Est-ce que ça change beaucoup de choses? Moi, je vous dirais, ça ne change pas tant de choses que ça, hein, sur le fond. Hein. Vous connaissez nos 5 principes, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est la gestion éco-responsable du parcours. On y est déjà. Hein. Un engagement au service du sport, on y est aussi. Hein. Si on va plus loin, si vous voulez,
une association centre de vie, le rôle sociétal, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps. Hein. C'est un sujet, je dirais, important pour nous. Être un acteur au service de la ville, on a toujours essayé de le faire. C'est sûr que là, il faut qu'on en fasse un peu plus, ça c'est clair. Hein. Et puis, une gestion rigoureuse, je dirais ça, on ne va pas changer nos pratiques simplement dans le cadre. Si vous prenez le premier thème, celui de la gestion éco-responsable du parcours, là, au niveau des hommes, on sait, ça a été mentionné déjà tout à l'heure par Jacques, on sait qu'il nous faut embaucher un jardinier. Je vois Alain qui est en train probablement de me dire deux plutôt, mais de façon évidente, je dirais tout ce qui est fait au niveau du terrain implique aujourd'hui des travaux mécaniques lourds. Hein. On n'a plus d'intrants, je dirais, au niveau des sols, mais le travail mécanique est énorme. Hein. Et donc, on aura besoin de plus de gens. Alors, on avait 9 jardiniers, il en faudra certainement 10, voire 11. En ce qui concerne par contre les investissements, si vous voulez, le système d'arrosage, ça fait longtemps qu'on sait qu'il va falloir le faire. Il n'a pas loin de 35 ans, 40 ans pour certaines des boucles, et ça, on est obligé de le faire. Bon, il faut le faire pour économiser l'eau, même si, vous vous en doutez, un investissement comme celui-là n'a aucune justification financière. Ça, c'est parfaitement clair. C'est une justification beaucoup plus de qualité de terrain, qualité d'organisation, avoir un arrosage qui est micro-diffusé de façon systématique, mais en aucun cas, si vous voulez, ça a une justification économique. Ce n'est pas du tout le thème, je dirais, de ce projet. C'est simplement qu'on veut le moins de flaques possible, on veut une gestion totalement différente des fairways et des greens. Et donc, c'est un projet de l'ordre d'1,8 million, d'1,5 million hors taxe, si vous voulez. Donc, celui-là va devoir se mettre en place de façon... Christophe a un trou là. Ou alors c'est l'ordinateur qui souffre. Peut-être est-on déjà dans les pannes électriques qui nous ont été annoncées, ça doit être ça. Donc on a un système d'arrosage. Ce système d'arrosage, il faut qu'on le fasse le plus vite possible. Il est évident qu'on ne va pas le faire, on ne va pas le mettre en place alors qu'on a un championnat d'Europe en juillet, hein, mais il faut que la totalité des études, des devis qui sont en cours, hein, soit faite le plus vite possible, qu'on puisse réserver le matériel. Je ne vous dis pas aujourd'hui la difficulté qu'on a, même dans des secteurs plus simples, pour avoir le matériel, pour avoir des prix. Il faut s'accrocher. Hein. Pour vous donner un exemple, on a besoin de 2 tondeuses pour l'année 2023. Il a fallu qu'on les commande déjà pour avoir l'espérance de les avoir dans le courant 2023. Hein. Et on nous garantit pas grand-chose. Hein. Et une tondeuse qui valait 80 000 €, maintenant c'est 120 000 €. Hein. Je ne dis pas que c'est le prix d'une Porsche, mais c'est pas loin quand même. Hein. Ça commence à devenir presque incroyable de voir la difficulté pour le moment à trouver du matériel. On espère que ça va se casser. Heureusement, on n'a pas pris celle à 120 000 €, enfin quand même, hein, ça faisait mal. Donc, on a des investissements sur 10 ans. Le système d'arrosage, pour nous, il est amorti sur 25 ans. Hein. Il est amorti, ce que ça concerne, c'est une hypothèse, je dirais, raisonnable d'amortissement. On a vérifié avec, même au niveau de la fédération, etc. Tout le monde était parti sur 25 à 30 ans. C'est le minimum qui était utile pour, je dirais, des systèmes qui ont une durée de vie d'au moins 40 ans. Hein. Donc, c'était ça. Et tout a été fait dans cette optique de façon à caler sur, je dirais, les règles de vie des immobilisations que nous allons avoir à pratiquer. On a décidé de faire une rénovation de notre atelier. On a mis une phase 1, il y aura sûrement une phase 2 à faire. On a un problème dans cet atelier qui aujourd'hui est encombré
vu le nombre de machines qu'on est obligé de rentrer. Ça, c'est un vrai problème. Et puis surtout, au niveau de la qualité de vie de nos collaborateurs, de nos jardiniers, il fallait faire quelque chose pour qu'ils aient réellement quelque chose de plus, je dirais, convivial. Et on a en plus besoin d'un micro-laboratoire d'analyse que nous n'avons pas et qui nous permettrait de faire toute une série aujourd'hui d'éléments, de carottage et autres qu'on est obligé de faire à l'extérieur et qu'on pourrait traiter chez nous. Donc ça, c'est les éléments qui sont en route. Si on prend la suite, un gros projet qu'on a, c'est celui de la gestion de la forêt. Avant notre contrat, les contrats anciens qu'on avait, nous n'étions locataires que des départs, des fairways, des greens, et puis, on va dire, une surface qui était de l'ordre d'une dizaine, quinzaine de mètres grand maximum à l'extérieur de ce périmètre. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité des 51 hectares du golfe. Donc ça, et 51 hectares de forêt. Donc ça va impliquer pour nous réellement un travail additionnel qui va se faire en coordination avec la ville, de façon à voir comment on peut travailler ensemble un plan forêt. La convention est très précise, elle permet justement beaucoup de travail en commun pour avancer sur des projets qui nous tiennent à cœur. Donc, aujourd'hui, on a déjà fait un audit complet de la forêt, qui a été un audit qui est satisfaisant, et on sait qu'il va falloir mettre en place ensemble avec la commune un plan arboricole. L'audit confirme ce que disent nos jardiniers, c'est que nous avons aujourd'hui trop d'arbres anciens, et quand vous regardez les départs, on s'aperçoit que les départs sont tous enserrés dans les arbres et on a d'énormes difficultés à avoir des départs en bonne santé compte tenu de la multitude d'arbres qui sont, je dirais, à ce niveau. Dès que vous êtes dans le fairway, vous avez beaucoup d'espace qui est là. Et ce problème des ombres n'est pas important. Les études ont montré aujourd'hui que certains départs ont de l'ordre de 1 heure de soleil par jour. Donc, ce n'est pas suffisant pour avoir, je dirais, un terrain en bon état. Et ça va être un travail passionnant pour la commission terrain pour travailler avec la mairie sur un plan forêt. Et on est nous sommes, je dirais, tout à fait prêts à ce projet. Après, on a la gestion de l'eau avec le système d'arrosage. La conversion de Flore, ça fait plus de 2 ans qu'elle est en route. Alain Liadouz, c'était son obsession, convertir. Il fallait convertir. Il a essayé des semences chinoises, il en a trouvé du Qatar, il a tout essayé. Et donc, pour tout ce qu'il y avait sur les semences du Qatar, le problème, c'est que c'est anormalement frais chez nous, ça ne marchait pas. Enfin bon, on a essayé quand même, c'était important. En ce qui concernait, je dirais, les autres éléments, le zéro phyto, on y est quasiment. En tout cas, sur les fairways, c'est fini, il n'y a plus aucun phyto. Donc, ce n'est pas des changements pour nous, on est dans la ligne, on va dire, de ce qui était notre façon de travailler. Après, je dirais, le projet, c'était la labellisation. Donc, c'est un projet qu'on mène déjà depuis quelques temps et on devrait avoir la labellisation par le Muséum d'histoire naturelle, je dirais, avant la fin de l'année prochaine. Donc, là-dessus, c'est bon. On nous demande, alors ça fait partie de la DSP, on nous demande une certification éco-durable. Je dirais, c'est pas la passion de notre côté pour ce type de certification, parce que c'est tellement large. Ça va être, je dirais, des études sur les déchets, sur les consommations d'énergie, etc. Un tas d'éléments qu'on intègre progressivement, mais on ne connaît pas exactement l'ampleur des charges que peut représenter ce type de certification. Donc ça, c'est 2026. Le deuxième élément après la forêt, après, je dirais, le terrain,
après nos équipes, c'est celui, je dirais, du sport. Donc là, on va continuer ce qu'on sait faire, il n'y a pas de problème. On a prévu une petite amélioration, je dirais, du practice avec des cabines Trackman pour les enseignants. On sait que c'est un outil qui aujourd'hui est utile au niveau des enseignants. On n'a pas prévu des extensions ludiques qu'il pourrait avoir, puisqu'on peut s'amuser avec ces engins-là. Si vous voulez essayer de vous imaginer en train de jouer sur le Doral à Miami ou des trucs comme ça, si vous voulez. On est parti sur la partie purement pédagogique, donc réservée aux professeurs. Peut-être qu'on nous a amené un jour à modifier cette autre orientation. Hein. Donc là, il y a une poursuite qui a été active de formation de joueurs à la compétition. Il y a pas mal de travaux qui sont menés sur un suivi biomécanique pour les enfants. Également, la nécessité d'arriver sur un coaching mental. Tout ça, ça montre qu'on est en train de bouger beaucoup au niveau on va dire, des besoins en matière de compétition. Laurent Poncelet, il rodait à ça parce qu'il avait l'expérience. Nous ne l'avions pas. Et on a vu les progrès que peuvent créer ces méthodes avec des jeunes joueurs. Le cas de Mathis Lefebvre est un cas presque exemplaire de la capacité qu'on peut avoir en utilisant ce type d'outils. Et donc, ça nous oblige aussi à avoir une école qui ne soit pas une école simplement d'enfants du mercredi. Je dirais, l'idée, c'était un jour, c'est pas demain, hein, d'aller vers une académie, puisque finalement, on a un passage découvert dans un premier temps pour tout le monde. Après, on passe au perfectionnement, aux performances. Et là, c'est réellement la compétition. Et tous nos joueurs confirmés, dont beaucoup sont dans la salle, si vous voulez, savent l'importance, je dirais, du mental, de l'équipe, de la préparation pour réussir, et pourquoi pas d'arriver à une formation de l'élite et d'investir d'une façon différente. Ça nous obligera à le faire. On a de toute façon déjà le label de la fédération, c'est quelque chose qu'on a. Hein. Par contre, il y a des choses qu'il faut qu'on essaie de mettre en place. On a beaucoup d'enfants et un des objectifs, c'est quand même de mieux associer les parents, je dirais, à l'école. Donc, il y a déjà eu, je crois, 1 ou 2 stages de préparation des parents, on va dire, au golf. Ils sachent ce que c'est. Hein, parce que il ne faut pas que simplement les gens puissent penser que l'école, c'est une garderie. Hein, c'est pas vraiment ça. Hein. Et ça sera de moins en moins une garderie si les parents participent et sont actifs dans ce schéma. Hein. Donc, on va avancer sur l'organisation de stages, sur le cycle scolaire, on y est. On a, nous, au niveau du jeu, on a un trou à l'heure actuelle, c'est que les starters sont là, mais s'il y a un pépin sur le terrain, il n'y a personne pour y aller. Hein. Donc, on a absolument besoin d'une embauche additionnelle, d'une équipe, on va dire, starter-commissaire. On a des systèmes, si vous voulez, GPS qui permettent de suivre, hein, mais si on ne peut pas aller sur place, voir ce qui se passe et avertir une partie en difficulté ou l'aider, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc là, il faut absolument qu'on évolue, c'est un de nos problèmes. Hein. Donc on a besoin je dirais, d'avancer dans ce secteur. Au niveau des interclubs, ça fait partie, on ne sait jamais les interclubs si on le met dans le sport ou l'animation, c'est les deux à la fois, hein. Mais c'est un sujet sur lequel on est en combat permanent, je dirais aujourd'hui, avec, je dirais, l'ensemble des clubs français. Les Espagnols ne posent aucun problème. Hein. On n'est plus que 3 golfs associatifs, réellement. Hein. On a Schuberta et la Nivelle. Tous les autres sont des golfs commerciaux. Et donc, on est en permanence sur des discussions sur le fait que ça prend du temps, ça rapporte rien, etc. C'est pour ça qu'on avait, avec les 3 golfs associatifs,
on s'est mis sur un groupe à part en disant on va continuer, nous, à avoir des accords privilégiés entre nous. Hein. Et puis, maintenant, ça s'est un petit peu calmé. Ils avaient estimé qu'il fallait faire payer les grilles filles à chaque interclub, qu'il fallait avoir un repas obligatoire à tel prix. On a résisté à tout ça en disant mais c'est pas grave, on va jouer à 3 et avec les Espagnols. Voilà, hein. Et finalement, tout le monde s'est calmé, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ça va devenir en permanence. Hein. C'est un sujet qui est chaud. Tous les golfs, les grands golfs sont tous à saturation, et donc, moi, je dirais, les discussions sont importantes. Hein. En ce qui concernait le rôle sociétal, si vous voulez, on a besoin, là, nous, au secrétariat, d'une à deux personnes, enfin une personne en plus, ça c'est sûr. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui à tenir avec la charge que représente maintenant on a des idées, hein, mais si vous voulez, par exemple, on va délocaliser l'ensemble des départs au niveau du starter. Pour ça, il fallait les lignes spéciales. On ne peut plus avoir de lignes analogiques aujourd'hui. On attend la fibre, comme tout le monde ici. Hein, et donc, le jour où on aura ces systèmes, on pourra déporter tous les appels qui sont liés et tous les systèmes de réservation sur le starter. De la même façon, les gens de l'extérieur qui voudraient réserver pourront accéder aussi directement de cette façon, à ce moment-là, au fichier et à la possibilité de réserver. Donc, simplifier les choses, mais alourdir le rôle des starters, ça c'est sûr, et c'est pour ça qu'il nous faut une équipe d'au moins systématiquement 2 personnes qui puissent gérer à la fois le commissariat et les starters. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, nos ambitions. Dans ce qui était sociétal, on s'est dit qu'on avait intérêt peut-être à revoir nos toilettes, parce qu'on est tous les premiers, quand on va au restaurant, à juger la qualité du restaurant en fonction de la vision qu'on a des toilettes. Et donc, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on essaie de changer ça, hein, de façon à avoir, je dirais, des toilettes à l'arrivée du 9, au départ du 13, d'une façon plus, je dirais, des toilettes en dur, bien localisées, etc. Donc ça fait partie de nos projets. C'est une demande qu'on avait de beaucoup de dames. Les hommes, a priori, ne ressentaient pas ce besoin, de façon bizarre. Mais en tout cas, il est clair qu'il fallait faire quelque chose, et ça, c'est prévu de le faire. Hein. De la même façon, si vous voulez, on va retravailler sur le site. Le site aujourd'hui, il a un petit côté franco-français, et on sait à l'heure actuelle qu'on a beaucoup de demandes de pays anglo-saxons et espagnols pour accéder au terrain. Il faut qu'on le modifie de façon à s'adapter à cette demande. Hein. Donc, on a prévu ça. On a prévu également des aménagements au niveau de la cuisine. Les personnes qu'on a rencontrées pour remplacer Carré Vert ont fait un tour et ils estiment qu'il faut quand même quelques aménagements aujourd'hui sur l'ensemble des cuisines. C'est pas énorme, hein, mais il y a des modifications qu'il faut opérer. On est parfaitement en ordre aujourd'hui, mais si la demande augmente, on va être un petit peu juste et il faut qu'on soit prêt avant. Hein. En ce qui concernait, si vous voulez, les programmes, je dirais, disons, dans lesquels on a un rôle important, c'est celui, je dirais, des incatalogues, de l'animation et le projet centenaire. On est rentré, la commission, je dirais, animation est rentrée depuis longtemps dans le projet centenaire de la ville, pas encore du golf, hein, mais en 2023, c'est le centenaire de la station, c'est le centenaire d'Oslo, et donc la mairie nous a sollicité pratiquement il y a 1 an, je crois. Henri s'est trouvé, je dirais, confronté à une demande de plus en plus forte. Qu'allons-nous faire, qu'allons-nous proposer dans le cadre du centenaire?
Donc, il y a eu une étude qui est menée depuis plus d'1 an sur notre participation au centenaire, de façon un peu à ce que ce soit un événement pour la ville, le club étant un des éléments majeurs, un vecteur majeur de cet événement. Donc, ce centenaire, je dirais, il a prévu déjà une collection centenaire au niveau des produits du ProShop. On a un prix centenaire qui va être joint ou ajouté à chacune de nos compétitions. Il y a des idées sur Putting on the Beach, des choses comme ça, des expositions photos. Il y a toute une série de choses, si vous voulez, qui sont mises en place de façon à ce qu'on puisse avancer. Donc, on est un acteur, je dirais, au service de la ville de plus en plus. Les demandes qui émanent de l'Office du tourisme, de la commune, de la mairie, sont de plus en plus importantes. On sait qu'il faut qu'on communique aussi de façon systématique. On a parlé du poids des réseaux sociaux. Je vous ai dit à quel point on était inconfortable avec ça. Et on a appris beaucoup au fur et à mesure. Et on voit le nombre de personnes, je dirais, les likes qui arrivent de tous les côtés, le nombre de personnes. On a des croissances sur nos réseaux de 25 à 30% tous les mois. Donc c'est vraiment, ça montre qu'il y a une appétence de toute une série de personnes pour ce type d'informations. Et ces informations, c'est à nous de les contrôler, de les gérer. Donc, on est intégré, si vous voulez, sur l'ensemble des supports de la ville, que ce soit les hôtels, je dirais l'ensemble des commerces et l'ensemble des personnes qui sont autour de nous. On a prévu également d'être plus actifs au niveau de la presse. Autant on est à l'aise maintenant un peu plus sur les réseaux, autant sur notre capacité à gérer la presse écrite, ce n'est pas encore notre force. Et on sait que c'est une force énorme pour tous les golfs commerciaux. La chose qui était la plus difficile pour nous, dans un premier temps, c'était le problème de la gouvernance telle qu'elle apparaît dans la Convention. Ça, c'était, on le voyait d'une façon qui est très très nette. Nous avons de plus en plus d'obligations en matière de gouvernance et on avait à intégrer notamment les demandes, les exigences de la ville en matière notamment de loyer à payer. Ça a été un des sujets les plus compliqués puisque nos concurrents, on n'en sait rien en détail, mais les concurrents, eux, ont fondé leur proposition sur un chiffre d'affaires qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Ils multiplient, ils intègrent le restaurant dans leur chiffre d'affaires, ils intègrent tous les cours de golf dans leur chiffre d'affaires, puisqu'il n'y a pas de professeurs en profession libérale, ils sont tous uniquement salariés, etc. On se retrouvait donc avec des écarts qui étaient importants et, si vous voulez, c'était à prévoir, mais il fallait qu'on travaille là-dessus. La redevance, elle est une redevance fixe et une partie variable. La redevance fixe, elle est de l'ordre de 194 000 euros hors taxe chaque année et elle va être augmentée de 2% chaque année. Ça c'est la règle. Ça correspond à 233 000 euros TTC, ce qui est notre cas, puisque nous ne récupérons pas aujourd'hui la TVA. On espère qu'on pourra trouver une solution dans le futur. Après, on a une redevance variable de 3% sur notre chiffre d'affaires hors taxe, c'est-à-dire le chiffre du golf, si on n'ajoute pas les éléments liés au restaurant ou des choses comme ça. Quelles sont les conséquences, si vous voulez, pour nous, sur nos cotisations de ce système? Alors là, si vous voulez, si vous reprenez l'incidence du surcoût de loyer que nous avons à payer par rapport à ce que nous payions dans le passé, nous avons une augmentation de l'ordre de 90 000 euros du loyer, base plus variable. Ça représente 100 euros par personne, par membre. Également, on avait prévu une incidence inflation
qui était de l'ordre de 5% sur l'ensemble de nos charges. Bon, ça fait partie des chiffres qu'on avait intégrés dans la proposition de la DSP. C'est sûrement anormalement bas, compte tenu de ce qu'on peut voir au niveau aujourd'hui de l'augmentation des produits pour, je dirais, le terrain, etc., les engrais et tout, et l'ensemble, mais bon, c'est comme ça, ça avait été défait. À nouveau, si vous voulez, ce surcoût, il est de l'ordre de 115 € par membre. Quelles sont les conséquences donc sur, je dirais, nos cotisations? Je vous montre la première, c'est que, je dirais, là où un offrement individuel était à 1125 € en 2022, il passerait à 1280 € en 2023. Si on prend les années ménages qui représentent, je dirais, la majorité et de loin de nos cotisants, on était à 2550, on passerait à 2920. Hein. Ces chiffres sont ceux qui ont été intégrés dans la proposition mairie à l'époque. Je vous ai montré que la réalité de l'inflation et de la DSP finale sont un peu supérieures. Ça sera à nous de trouver des solutions, je dirais, pour que le delta, on n'en souffre pas dans nos comptes et dans nos cotisations. Il n'empêche pas qu'à ce prix-là, nous sommes encore de loin, je dirais, les meilleurs marchés de tous les golfs environnants. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ça reste très, très, très raisonnable. Nous n'avons pas pu faire mieux que ça. Et réellement, la défense, je dirais, d'une cotisation raisonnable a été au cœur de toutes nos discussions et de toutes nos négociations. Mais à un moment donné, nous sommes tombés en face avec les géants, si vous voulez. Donc, c'est un petit peu la situation. Si on reprend, si vous voulez, quels sont les vrais changements? Toutes ces modifications, c'était dans nos cartons. Ce n'est pas quelque chose, on les a intégrés, on les a couchés sur le papier. Là où d'habitude, on travaillait avec un horizon à 3 ans, on est passé à 10 ans, hein, ça, c'est pas un problème. Mais tous ces plans, c'était les nôtres. Hein, donc, ce n'est pas une contrainte. L'élément majeur qui arrive, c'est, si vous voulez, le vrai changement, il est dans l'ouverture sur du golf vers un public plus large. Et ça, c'est plus important. Le service public, c'est une notion de bien commun. Un bien commun à partager, je dirais, avec pratiquement toutes les personnes qui souhaiteraient s'y impliquer. Donc, il y a des éléments, par exemple, la transparence dans les critères d'accès du golf. Nous, on a toujours été transparents, on a toujours communiqué à la mairie nos critères, mais là, le principe général, c'est qu'il faut aller le maire dans sa communication le 4 novembre, le 4 novembre, a précisé que ça fait partie des éléments qui vont faire l'objet de discussions, de négociations avec nous. On doit avoir un accueil très large à toutes les catégories publiques, 2 joueurs, hein, parce que là, on était parti dans un premier temps sur le fait que c'est un jardin public, hein, mais ça, on a réussi à arrêter ça. Hein. Le restaurant il est ouvert à tout le monde. Dans la réalité, vous savez très bien que c'est le cas déjà, et on est resté sur des schémas qui sont classiques, je dirais. On reste sur le schéma qu'on connaît, avec des ouvertures qui vont être plus larges, ça c'est sûr, en termes de cuisine, mais il n'y a pas d'obligation d'ouvrir le soir et tout ça. Ça c'est, je dirais, 24 heures sur 24, presque ce qui était demandé au début. Hein. Il faut qu'on ait un accueil hors parcours qui serait accessible à des non-joueurs. Donc là, on a réussi à aborder ça avec le fait que ça ne peut pas être, je dirais, sur les fairways, que ça peut être que sur les côtés en suivant les compétitions, mais ça ne peut pas être accessible à tout le monde. On ne peut pénétrer sur le terrain que si vous voulez, on a une autorisation et qu'on a un droit d'accès. Ça, c'est parfaitement clair. Hein. L'accueil, je dirais, aux enfants, ça, on l'a fait, et les joueurs extérieurs. Ça, c'est la demande. La véritable chose qui arrive, c'est, si vous voulez, des obligations de partenariat. Alors là, je vais vous lister, je dirais, les éléments qui apparaissent dans le contrat. Aujourd'hui, avec la ville, il y a des éléments de forme et des éléments de fond. Les éléments de forme sont ceux qui sont
des copies qu'on a trouvées copier-coller et qu'on a retrouvées partout à l'intérieur, je dirais, des contrats et du contrat, même si on a pu changer les choses, on n'a pas pu tout changer. Hein. La forme, c'est comment on va travailler demain. Hein. Sur les éléments que nous avons, qu'est-ce qu'on nous demande? Et pour toute délégation, subdélégation, maintenant il n'y a plus de gérance, ça c'est fini. On parle de subdélégation. Une subdélégation, c'est, on va dire, le restaurant par exemple, il faut l'accord express, l'agrément express de la mairie avec cette fameuse mention qui ne dit pas mot, ne consent pas. Hein. C'est ce genre de choses qu'on rencontre, je dirais, sur pas mal d'aspects. On doit communiquer tous les contrats de sous-traitance. Ça, c'est un premier élément. On doit, toute modification des heures d'ouverture ou d'interruption, à communiquer à la mairie, au conseil. En allant plus loin, la communication de tous les tarifs doit être communiquée. Je ne vous dis pas le tarif du café au bar, mais pas loin, si vous voulez. Hein. Les tarifs du club de golf, les tarifs de la carte restaurant, donc en totalité, hein. Les éléments de cotisation, le coût des green fees, tous ces éléments-là doivent être communiqués systématiquement et peuvent faire l'objet d'interrogations. Tous ces éléments-là, je vais vous les passer rapidement parce que si vous voulez, c'est un petit peu, on va dire, c'est très formel, hein, mais ça correspond à ce qu'il y a dans toutes les DSP qui sont signées, hein, et qui s'adaptent ou pas, je dirais, à des situations particulières. En tout cas, on doit impliquer, je dirais, tous ces éléments-là. On doit transmettre tous les audits, toutes les attestations. On doit également communiquer la liste de nos salariés. Les emprunts sont sévèrement encadrés également. Ça, tout ça, ce sont les éléments. Il y a un reporting, hein, et puis il y a maintenant à mener des enquêtes de satisfaction de façon systématique. Donc, on travaille sur ce sujet qui est finalement peut-être pas de rentrer, je dirais, dans le système qui inonde vos mails avec chaque fois que vous allez acheter une ampoule Chicoco, on vient vous demander ce que vous pensez de la qualité de service, etc. Mais de trouver des systèmes qui permettent d'avoir, je dirais, une analyse quand même des remarques que les joueurs peuvent avoir sur le golf et qui peuvent nous aider. Donc tous ces éléments-là vont être systématiquement intégrés. Tout ça, toute cette liste d'obligations, ce n'est pas l'objectif de la mairie. L'objectif, c'est de nous laisser gérer le golf comme nous avons su le faire dans le passé et de rentrer dans une transparence de gestion. Ça, c'est ce qu'on va systématiquement essayer de faire dans les années à venir. Hein. Mais c'est un élément qui est, je dirais, majeur. C'est celui d'un partenariat. Le maire va assister lui-même aux différentes réunions du comité de direction. C'est lui qui va être un petit peu, je dirais, le témoin. Pour lui, ça va être un contact permanent. Il y aura une grosse réunion annuelle qui aura lieu, bien entendu, où là on fera le point sur la DSP, comment on a progressé, ce qu'on a fait. Mais je pense qu'on a réussi déjà à modifier les 25 pages de reporting avec les sanctions qu'il y avait pratiquement en chaque ligne sur les défauts de reporting qui auraient été faits. Mais là, on va avancer dans cette direction. C'est un partage, je dirais, avec la mairie. Alors, on est toujours chez nous, mais si vous voulez, on est toujours chez nous avec un voisin, je dirais, amical. Donc, c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. Simplement, il faut qu'on a la chance, je dirais, d'avoir gagné ce pari. Je vous dis, les associations, il n'y en a plus que 3 qui gèrent les golfs ici dans la région. Hein. Donc, c'est important de continuer. Hein. Dans la liste, je dirais, des éléments, je vous ai parlé de Zamiatine, mais j'avais vu un autre élément une fois qui disait que tout succès recèle en lui les germes de sa propre destruction. Or, nous, si on veut vivre, il faut que cette association elle vive. Toutes les civilisations, si vous voulez, elles tombent, non pas parce qu'il y a des barbares qui sont aux portes,
et c'est parce qu'à l'intérieur, les germes de la destruction sont déjà là. On le voit quelquefois déjà aujourd'hui en politique, et c'est valable dans tous les domaines. Et il faut qu'on vive mieux. Je pense que cette association, elle vivra si tous ensemble, nous la faisons vivre. Ça veut dire qu'on participe activement au bénévolat, on participe activement à suivre les compétitions. Je pense que c'est triste pour nos joueurs, j'en vois beaucoup ici, de se retrouver, je dirais, quasiment tout seul dans les compétitions, personne n'accompagne. Il faut qu'on essaie d'aller plus loin dans le support de nos équipes et le support de nos couleurs. Hein. C'est la même chose pour nos professeurs de golf. Moins de 100 personnes sur les 1000 ou presque qu'on a chez nous prennent des cours, si vous voulez. C'est important qu'on puisse vivre d'une façon, je dirais, différente. Et je pense qu'il faut aussi que le restaurant il vive et qu'on y aille comme membre le plus possible. Donc, vous savez, moi, c'était ma 12e assemblée générale au public. Donc, j'ai pensé qu'il était bon, on va dire, de laisser la place à d'autres équipes. Et donc, je veux d'abord remercier la totalité des comités qui m'ont supporté dans tous les sens du terme, hein, parce que c'était pas toujours facile, et vous le savez. J'ai une pensée très particulière aujourd'hui pour un des membres qui nous a beaucoup manqué. C'est Philippe Joly, qui a été frappé d'une maladie effroyable. Philippe, c'était la solidité, c'était le bon sens, c'était la fidélité systématique. Quand il y avait un sujet difficile, s'il fallait sortir de la tranchée, c'est pas la peine de vous retourner. Philippe, il était là. Et on le regrette. Un grand merci quand même aussi à Christophe, qui est allé se cacher parce qu'il est prêt à se sauver, il n'aime pas qu'on parle de lui. Et Christophe, c'est le couteau suisse qui a permis à ce club, je dirais, d'être ce qu'il est aujourd'hui, sur tous les domaines, que ce soit le domaine du terrain, que ce soit le domaine du sport, que ce soit le domaine, je dirais, en informatique, en comptabilité, que ce soit des contacts avec la fédération. Il est le sachant qui a toujours une expérience et qui peut apporter un éclairage là où quelquefois, je dirais, on aurait envie d'aller un peu plus vite ou un peu autrement et peut nous aider et nous conseiller. Ce golf, je dirais, s'il est aujourd'hui ce qu'il est, c'est grâce à lui. Hein. Donc, merci. Vous allez devoir voter, donc c'est un vote électronique. Hein. Ce vote est un vote uninominal, donc il se fait, je dirais, personne par personne. Je pense que vous aurez à cœur de voter pour les gens qui peuvent apporter quelque chose à cette belle institution qui a vécu et qui vivra encore, je pense, très, très longtemps. On a tous les moyens de tenir. Merci en tout cas de votre présence et de votre assistance. Vous êtes toujours là pour rappeler à l'ordre. Y a-t-il des questions que vous souhaitez aborder et auxquelles éventuellement je pourrais répondre? Bien, puisque nous devons élire un nouveau comité, il me semble utile quand même de rappeler que cette DSP a été signée, entérinée et qu'elle n'est pas renégociable. Donc, je pense qu'il était utile pour les futurs candidats de bien comprendre que maintenant c'est signé et qu'on n'y revient pas, on ne revient pas dessus. Merci. Non, on peut pas. Le contrat a été entériné par la mairie. Hein. Nous, notre rôle est de l'approuver. Hein. Ça, c'est un rôle statutaire, mais on ne peut pas en renégocier les termes. Les termes ont été validés par les juristes de la mairie et également, il faut l'objet d'une transmission à la préfecture, comme tous les contrats de droit public.
je ne sais pas si je l'ai bien entendu ou si ça n'a pas été dit. Je voudrais avoir une pensée pour ma marraine de golf qui est partie il y a très peu de temps, Véronique là. Je n'ai pas eu ce nom sur ma liste, je suis désolé. Donc c'est une erreur de notre part. On sait que sur le chapitre de la communication, et sur ce type de chapitre aujourd'hui, on a des lacunes. Hein. On en a souvent parlé, je dirais, ensemble. On a toujours été un peu maladroit pour le départ de certains de nos membres et de nos amis. On aura, nous, à travailler de façon importante, de façon à ce que le groupe soit comme une famille et que chaque fois qu'un des membres disparaît, tout le monde le sache. J'étais le premier, quelquefois navré, de découvrir la mort de quelqu'un. Pour une raison X ou Y, si vous voulez, je ne le savais pas. Ça a bien été affiché dans un coin sans doute du golf, mais moi je ne l'avais pas vu, si vous voulez. Et ça, on sait que c'est des éléments qu'il faut absolument qu'on corrige. Si on veut être une famille, il faut qu'on partage l'ensemble des informations. Donc, je regrette qu'on ait oublié cette personne dans notre liste, qui est déjà malheureusement, qui montre qu'on a déjà 11 personnes qui nous ont quittés en 18 mois. Donc, c'est énorme. On a connaissance des candidatures pour la restauration? Pour la restauration, nous avons eu 8 dossiers qui ont été déposés, enfin, pardon, 8 dossiers qui ont été demandés par des personnes qui étaient intéressées. 3 sont allés au bout je dirais, du format qui était demandé. Aujourd'hui, toutes ces personnes ont été vues, hein, sachant que l'objectif est de démarrer le 1er janvier. Hein. Cet objectif, il sera tenu. Il y aura quelqu'un le 1er janvier. Je ne peux pas vous donner de nom, en la mesure où le processus, qui est très clair, implique un agrément de notre choix par la mairie. Hein. Donc, il a été demandé au maire d'accélérer le processus dans la mesure où le contrat DSP laissait 1 mois, on va dire, de réflexion à la mairie pour valider un choix. Hein. Donc, nous avons un groupe de travail qui a été réuni, a vu les différents postulants et pour le moment a transmis l'ensemble des dossiers à la mairie. Je pense que ça va être la première décision du premier comité de direction qui va se réunir, c'est d'entériner le choix, de discuter éventuellement je dirais, du nouveau, sachant que de toute façon, c'est la mairie qui donne son agrément. Hein. Bon, je n'ai pas une question, mais juste un commentaire. Une invitation à cette assemblée, au moment où Gilles, le bureau sortant, et Christophe, pour vous remercier vraiment du fond du cœur. Merci. Parce que ça a été un très très beau travail, beaucoup de stress. Vous avez géré le golf de façon remarquable dans le dernier mandat. Et donc je crois que cette assemblée devrait vous remercier très chaleureusement. Gilles, mon cher Gilles, président, je suis très content que tu aies encensé notre ami Alain Yadous pour la tenue du terrain, parce qu'il a fait un super bon boulot. Mais comme le maire le disait, on a remporté le polo grâce à l'école. Je pense que tous les animateurs, tous les responsables de l'école de golf mériteraient aussi un satisfait. Voilà, c'est une remarque. Tout à fait, c'est tout à fait exact. Tous les qui nous accompagnent dans toutes les compétitions, tous ceux qui aident les enfants, ils méritent absolument notre admiration. Parfait, je pense que ça va bientôt être l'heure de l'apéro, j'ai le sentiment. Hein.
Oui, Monsieur le Président, Monsieur le maire est parti. J'ai noté qu'il a mentionné que c'est la politique sportive de l'école de golf qui avait fait la différence par rapport au dossier résonance. Moi, je trouve que c'est peu reconnaître le travail du bureau et des salariés du club depuis 95 ans. Je pense que le risque à passer avec résonance, c'était que le club perde son âme, clairement. Et je voudrais savoir, moi, si Monsieur le maire met la même ardeur sur les DSP du tennis ou du casino qu'il va faire sur le golf. Parce que quand on voit l'état du tennis, du casino, voire la place des Landais, où 3 millions vont être investis sur les travaux qui ont été faits il y a 4 ou 5 ans, je suis personnellement très surpris qu'il y ait tant d'ardeur sur le fonctionnement du golf. Et je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Là, c'est ce que j'ai essayé de dire dans la situation assiégeant. C'est un petit peu l'injustice, si vous voulez, de cette procédure qui fait que un entrant qui était résonance, mais il y a 4 gros groupes qui s'étaient présentés, hein, et qui au dernier moment, il n'y en a qu'un seul qui est monté à l'assaut, mais les autres étaient là également, si vous voulez. C'est que finalement, nous, on est dans une situation d'assiéger de façon systématique. Effectivement, on en a beaucoup souffert, parce que si vous voulez, par rapport aux 4 millions, nous, on a 1 million en plus à amortir encore, hein, puisque la totalité de ce qu'il y a dans je dirais, sur ce terrain, c'est vous qui l'avez payé, c'est les membres. Hein. La totalité du matériel, on a 1 million de matériel, hein, c'est nous qui l'avons payé. Hein. Et c'est lui qui est là, il est notre propriété. Et vous vous trouvez dans une situation où d'un seul coup, on fait table rase, au moins facialement, de ce qui a été fait et de la construction de générations qui ont payé, je dirais, pour que ce golf vive. Ils ont payé à travers leur droit d'entrée, ils ont payé avec leur cotisation, et je dirais, ça fait table rase. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais quand on a lu, nous, le préambule, on avait l'impression que c'était la mairie qui avait mis à notre disposition l'ensemble des bâtiments, du terrain et des machines. Ça, c'est hors public, si vous voulez. Donc, on était dans la situation où finalement, ils avaient tout fait, et notre problème était maintenant de savoir si on était capable de le gérer. Et ça faisait partie du choc qu'on a eu. Alors après, on a su que c'est comme ça tout le temps, hein, et qu'il ne fallait pas qu'on se formalise. Et c'est vrai que 95 ans d'histoire étaient passés à la trappe, hein, ça c'est clair. Hein. Par contre, la reconnaissance, elle existe, et je pense que je dirais la souplesse qui est, je dirais aujourd'hui, celle qui va prévaloir dans la gestion du golf, celle-là, elle montre que finalement, il y a une confiance totale dans la capacité de l'association à gérer ce golf, à le faire vivre. Il n'y a pas de problème. Hein. Je crois que Christophe a prévu qu'on prenne l'apéro. J'espère qu'il n'a pas obligé, étant stressé ces derniers temps, de prévenir Carré Vert qu'il y avait quelque chose. Non, tout est prévu. Tout est prévu. Donc, on va avoir le droit.